Bonjour, mon nom est Nancy, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, je vous parlerai de la vie de battement de cœur avec le docteur Paul Sabat, un docteur qui est passionné de sa profession. Restez avec moi. Vraiment, merci beaucoup, docteur Sabat, d'avoir accepté de venir à Au-delà des mots aujourd'hui. Merci, Nancy. En fait, on s'était croisés l'année passée et puis je sais que vous avez un témoignage qui est vraiment percutant sur la vie. Et puis, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, peut-être nous raconter un petit peu l'histoire de Jessica, qui est votre petite dernière sur 3 enfants. Oui. Quand Morissette et moi-même, on se promenait au bord du lac, on avait 2 enfants. Eliana, la plus aînée, puis John Anthony. On est, selon le monde, on avait une famille parfaite. Un garçon, une fille. Le couple. Le couple, c'est ça. Et ma femme m'a regardé et dit, « Qu'est-ce que tu penses? » Puis moi, j'ai dit, « Mais qu'est-ce que tu penses? » Puis finalement, les deux pensaient la même chose, qu'il nous manquait quelqu'un. Et cette personne était Jessica. Wow! C'est devenu un moment d'inquiétude quand le médecin, à 20 semaines de la grossesse, a annoncé que nous avons eu un problème. Okay. Et j'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu parles d'un problème grave? Il dit, c'est un enfant qui a un problème cardiaque très important. OK. Et même, on pense que peut-être c'est une trisomie. Puis, on dit, on va répéter l'écho du bébé dans 4 semaines. Et l'écho de 24 semaines a confirmé, le pire de nos inquiétudes, que c'était un enfant atteint d'un problème cardiaque qui était non vivable. Wow! Là, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que le rendez-vous le premier rendez-vous, dans le fond, le bébé avait 5 mois. Oui. Là, à 6 mois, vous êtes retourné. Oui. Et puis là, pour faire dire que le bébé était invivable. Oui, c'est ça. Même, il nous a recommandé, il dit, il faut regarder vos options. J'ai dit, mais vous parlez de quoi, les options? Ben, il dit, est-ce que vous parlez de l'avortement? Il a confirmé ça. Il dit, pas de question, jamais on va avorter notre bébé. Et même ma femme a dit que Dieu nous a donné ce bébé, ils vont nous donner aussi les moyens pour vivre avec n'importe quoi les conséquences. Vous êtes médecin général. Oui. Et puis, est-ce que vous le saviez déjà? Est-ce que vous voyez? Parce que, bon, est-ce que vous êtes capable de lire une échographie puis vous voyez qu'il y avait vraiment un problème? Quand ils m'ont démontré, parce que c'est pas un spécialiste, c'est une spécialité très importante, quand ils m'ont démontré, j'ai dit oui, tu as raison. Il m'a expliqué exactement, parce que elle avait vraiment un moitié cœur. Le cœur droit ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Ah. Et c'était, le cœur droit, c'était ce qu'on appelle une hypoplasie modérée. Okay. Et le valve même était complètement bouché. Et quand on a appris des nouvelles, ben, il dit, ben, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il dit oui, mais il n'y a pas de garantie du succès. Puis en plus, c'est un enfant, c'est sûr, c'est trisomique. Et, ça aussi, vous l'avez confirmé? Oui, parce qu'il avait un nuque épais. Okay. Il dit, nous pouvons faire une amniosynthèse. Mais je savais, puis j'ai même confirmé qu'une amniosynthèse a des risques. Tu peux même perdre ton enfant en faisant une amniosynthèse où ils mettent une aiguille dans le ventre, dans le liquide amniotique. OK. Et de ça la peut, mère. Oui, de la mère. Et ça même peut précipiter un accouchement, un faux accouchement. C'est comme un avortement, dans le sens. Et nous avons refusé de le faire. Mais et à plusieurs reprises, ils ont demandé à ma femme et à moi, est-ce que vous êtes certain que vous voulez continuer la grossesse? Parce qu'au Canada, tu peux terminer à n'importe quel moment. Et nous avons dit, regarde, c'est un enfant viable, c'est un autre enfant.
même après 20 semaines, 22 semaines, les enfants peuvent vivre. Et nous avons catégoriquement refusé de même penser à un avortement. J'imagine qu'en tant que parent, vous et votre épouse, vous avez dû en parler puis avoir des émotions assez fortes. C'est pas évident. Là, on s'imagine, comme vous dites, de toujours avoir des enfants parfaits physiquement. Puis là, on se retrouve pas seulement avec la trisomie, mais avec le fait aussi que le cœur, une moitié de cœur qui a plus de difficultés. Donc, vous, en tant que... Comment vous avez fait pour tout de suite dire non, il n'y a pas d'avortement? Comment vous avez... Parce que, tu sais, il y a des parents qui vont écouter puis à qui ça peut arriver dans l'éventualité. Qu'est-ce qui vous a accroché à dire non, nous, on ne fera pas l'avortement malgré tout ce qu'on entend? Oui. Je pense que aussi c'est un cheminement pour moi. Quand j'étais jeune médecin, j'ai accompagné une femme à une clinique d'avortement. Et j'ai toujours eu des regrets, même si j'étais contre. Mais juste pour dire que ce regret, on vit toute notre vie. Il y a des regrets, mais j'ai quand même une belle famille. Et Dieu peut exaucer, peut réparer des conséquences des erreurs qu'on fait dans le passé. Et c'est ça que je partage avec le monde. Je dis, on peut faire des erreurs dans le passé, mais il ne faut pas répéter parce que tu vas avoir continuellement des regrets. Quand on est conscient qu'on a fait une erreur, c'est... Donc, c'était au profondeur de mes convictions. Aussi, je savais comme médecin, c'était une vie. Un cœur qui battait à partir de 5-6 semaines, des bras. Et c'était mon enfant. Ce n'est pas une chose théorique. Même si des gens vont argumenter, ben, c'est juste un fœtus de tissu. Pas vraiment formé, pas vraiment conscient. Non, mais ils savent, puis c'est un être humain. Et cette conviction m'a dit, c'est sûr que je ne voulais pas un enfant atteint du problème. Ce n'est pas une chose que j'ai pris. Donne-moi une épreuve dans la vie. Mais non, c'est sûr. Et suite à ça, nous avons rencontré, j'ai parlé avec mes collègues médecins, j'ai parlé avec c'est quoi les possibilités, j'ai fait de la recherche. On savait qu'il y a des possibilités pour essayer de réparer le problème cardiaque. Il y a plusieurs interventions, mais il n'y a pas de garantie. Au niveau des problèmes génétiques, je savais que, regarde, il y a des parents qui vivent heureusement avec des enfants atteints cognitivement. Donc, j'ai dit, nous devons, bien, c'est sûr, comme chrétiens, on prie. Dieu, changer la situation. Changer que cet enfant, tu peux faire un miracle, puis tout le monde... on va donner toutes sortes de scénarios avec le bon Dieu. Ils vont devenir croyants, puis ils vont voir un miracle, il va les toucher profondément. On a notre propre scénario, hein? Oui, c'est ça, j'ai dit certain. Puis si on prie assez, puis maintenant, on te met à l'épreuve, mon Dieu. Mais le Dieu avait un autre plan. Souvent, c'est comme ça, tu vois. Quand on a des dettes, on veut que quelqu'un nous donne, fait un grand don, puis, mais non, on doit travailler fort pour payer nos dettes. C'est ça. C'était pas. Et plus quand la grossesse avançait, plus on était pris avec la situation, ça ne changerait pas. Elle avait un cœur atteint. Il faut passer par un système médical pour... et puis même, j'étais prêt à aller n'importe où dans le monde. Mais on a trouvé que le Montreal Children's, l'hôpital d'enfants de Montréal, était un des meilleurs centres du monde pour les problèmes cardiaques, avec les chirurgiens cardiaques, renommés partout dans le monde. Et même on est allé, tu sais, on a rencontré notre pasteur, et il nous a encouragés, on a prié ensemble, puis on dit, regarde, ils vont nous aider à passer à travers. Quand le bébé était né, et je peux dire qu'elle est née juste à temps parce qu'elle est venue avant la date de grossesse. Ma femme, ils ont fait une césarienne la veille parce qu'il y avait tellement de douleur. Et la paroi était
mince, c'était prêt de s'éclater. Et heureusement, c'est arrivé à temps. Jessica a été amenée au Children's. Ils ont commencé des médicaments, de l'oxygène pour garder le cœur fœtal ouvert pour qu'elle pourrait rester en vie. La première procédure, c'était sa 6e journée de sa naissance. Et on n'avait pas de choix parce que le système était prêt de fermer le système fœtal, puis elle ne pouvait pas survivre. Et le premier miracle, je peux dire, c'était un miracle, c'est que quand ils ont fait l'intervention, ils ne pensaient pas que le valve était complètement, ils pensaient que c'était complètement fermé. Mais il y avait un tout petit trou qui était capable de mettre un tuyau. Je veux dire, on parle de ce système avec un ballon, une valvuloplastie pour ouvrir le valve. Et parce que le risque était énorme s'ils ne pouvaient pas trouver un petit trou qui peut faire percer le cœur. Et ça, c'était complètement fatal et létal. Et au fur et à mesure, c'est amélioré. Il a pris la force. Et on a quitté l'hôpital la 5e semaine. Et au fur et à mesure, elle commençait de s'épanouir. Est-ce que, Jessica a grandi. Oui. Est-ce que vous pouviez voir à ce moment-là, pas juste en tant que médecin, mais physiquement, est-ce qu'on aurait pu voir qu'elle avait le syndrome, dans le fond, trisomie ou quoi que ce soit? Oui. Ça, c'était un miracle pour nous qui n'était pas atteint avec le trisomie. Ah, donc, tout le long de la grossesse, oui, on avait les peur. médecins vous mentionnaient peut-être mieux d'avorter à cause du cœur, à cause de la trisomie. Oui. Mais finalement... Elle n'avait pas la trisomie ni d'autres problèmes génétiques. OK. Et on était... Même si des parents qui ont des trisomies, ils sont très heureux avec leurs enfants. Oui, certain. Nous étions reconnaissantes que pour nous, c'était un autre miracle, si on peut dire miracle. Certain. Mais on a vu que physiquement, elle n'avait pas la même force que les autres enfants. Puis elle se poussait avec des jambes au lieu de courir. Puis elle se était toujours un peu essoufflée. Surtout à cause du cœur. Hein? Oui. Et 11e mois, on est retourné pour rendre visite avec le médecin. Il y avait un journaliste qui veut rencontrer Jessica. Et pendant cette réunion, ils ont apprécié que le valve n'était pas assez ouvert. Et puis, ils ont fait une deuxième procédure. Et cette deuxième procédure, c'était plus dur pour nous parce qu'on a quand même pris une affection pour notre enfant. Oui, après 11 mois. Hein, oui, c'est ça. Et on était très proches. Puis pour moi, de donner notre bébé, notre enfant au médecin, c'était... Puis elle commençait à pleurer. No daddy, no papa. Puis ça, c'est difficile. Mais la procédure était un grand succès. Wow. Puis même aujourd'hui, quand on voit le cardiologue, il dit, si je ne savais pas, si je ne connaissais pas toute son histoire, je ne pouvais pas dire qu'elle avait un problème cardiaque important. Il y a un petit souffle, mais on parle de ça. Ce qui veut dire que du fait que vous êtes allé avec votre cœur et que vous avez décidé de ne pas avorter malgré les avertissements, oui. C'est doublement une joie de savoir qu'aujourd'hui, oui. Jessica, à quel âge? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. C'est ça. Elle va très bien. Oui, très bien. Et puis, je sais, parce que je ne veux surtout pas passer à côté, le fait que votre histoire, vous l'avez racontée dans un livre qui va sortir bientôt, va se nommer « Faites pour vivre ». Faites pour vivre, qui est un titre que votre fille Jessica a trouvé. C'est un cri du cœur de l'enfance en même temps, hein, de dire « je suis faite pour vivre ». C'est arrivé une journée, comme beaucoup d'enfants, ils jouent sur des ordinateurs. Puis j'ai demandé à Jessica, prends un crayon, fais un petit dessin de notre famille, juste pour éviter qu'elle passe le temps sur l'ordinateur. Puis elle a fait un dessin de la famille.
Et par-dessus, la famille a écrit « Faites pour vivre ». Elle a mis Jessica plus grand que normal, c'est ça. Plus grande que ses frères, Oui, que son frère et sa sœur. C'est ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais écoutez, on va mettre le lien assurément de cette façon quand votre livre... Parce que là, vous m'aviez dit qu'il était pour être en français, vous l'avez déjà en anglais et vous pensez même le mettre en italien. Oui, c'est déjà traduit en italien. Je ne peux pas dire la date de sortie du livre en italien. Puis, ils vont avoir des autres langues aussi, au fur et à mesure. Ce qui m'emmène, dans le fond, dans d'autres questions par rapport justement à tout ce qui est avortement, tout ce qui est, dans le fond, la vie, hein? Pas juste avortement, mais la vie. Et puis, je sais qu'en tant que médecin général, là, vous en entendez plusieurs, vous voyez plusieurs... Vous n'avez pas le choix. En tant que médecin, vous voyez les lois passer, vous voyez, dans le fond, si je ne me trompe pas, vous avez même été jusqu'à vous opposer, dans le fond, à certaines choses qui se passent dans les hôpitaux parce que votre but, c'est la vie. Oui. Peu importe l'âge. Oui. Il n'y a jamais une garantie dans la vie. Mais nous sommes des médecins, on n'est pas des clairvoyants. Nous avons une idée de diagnostic. Nous avons des idées de pronostics, de prévoir, mais il n'y a pas de garantie. Même dans les diagnostics en médecine, il y a jusqu'à 20% d'erreurs de diagnostic en disant qu'il y a un cancer, et puis il n'a pas de cancer. Pour les pronostics, pour prévoir qui va vivre ou va mourir plus ou moins de 6 mois, c'est 50%. C'est comme face ou pile. Et on n'a jamais, on ne peut pas, même, c'est pas parce que les médecins ne sont pas bons dans leur métier, mais la médecine, c'est aussi un art, c'est pas une garantie. Et on ne peut pas prévoir l'avenir. On n'est pas Dieu. Et moi, j'ai dit toujours... Vous y allez, dans le fond, au meilleur de vos connaissances quand même. Oui, on va le meilleur de nos connaissances. Et il y a un moment qu'on dit en anglais « let go, let God ». Et que j'ai dit qu'on fait de notre mieux. Je suis médecin quand même, je suis scientifique, mais je sais aussi des limites. Et si vous voulez la joie dans la vie, des fois, il faut avoir aussi la tristesse parce qu'il n'y a pas de garantie. Et on veut tout contrôler, on veut tout manipuler dans la vie. Mais c'est faux. Je dis ça, c'est une addiction, un accrochage de contrôler notre vie. Même contrôler jusqu'à décider, moi, je vais prendre une injection létale. Moi, je vais avorter mon bébé parce que le bébé n'est pas 100%. Il y a même des pays où des gens, ils avortent des enfants qui sont des filles parce qu'ils veulent un garçon. L'aîné doit être un garçon. Oui, ou il veut juste un enfant plutôt que deux. Ils vont avorter les autres enfants. Mais c'est des vies. Et quand on fait ça, on va perdre quelque chose d'important. Moi, comme j'ai dit, j'ai perdu quelque chose d'important avec l'expérience que j'ai vécue dans le passé. Mais je dis que même pour les gens qui ont avorté, des gens qui connaissent des gens qui ont fait le suicide assisté, Dieu nous pardonne. Dieu, c'est un Dieu de deuxième chance. Amen. Et on a les chances. Est-ce que c'est nécessaire d'être croyant pour accrocher à la vie? Non. Mais ça aide beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Assurément. Donc, on avait parlé un petit peu plus tôt, justement, des lois qui ont passé et tout ça. Donc, vous m'avez confirmé que maintenant, si je ne me trompe pas, avant, on disait que pour faire des avortements où la grossesse était avancée, on devait envoyer les gens à l'extérieur du Canada. Mais depuis peu, maintenant, ça peut se faire là, jusque dans le 3e trimestre. Oui, on peut dire que le gouvernement ne fait pas assez pour encourager les gens pour garder leurs enfants. Il y a beaucoup de publicité, de promotion de l'avortement, de l'aide médicale à mourir, comme on dit, le suicide assisté ou l'euthanasie. Et
j'aimerais bien, parce que moi, je trouve ça injuste, de ne pas encourager des gens à De mettre... montrer qu'il y a des solutions Oui, à tout oui, ça. oui. Est-ce que, justement, du fait que, bon, il y a des nouvelles lois qui ont sorti par rapport à l'avortement et le fait que vous, vous êtes pour la vie, euh, comment vous pouvez travailler dans cette atmosphère-là du Oui. fait que, parce que bon, je ne m'y connais pas vraiment, mais est-ce que est-ce qu'on aurait une obligation à vous demander de faire un avortement parce que vous êtes médecin? Je ne suis pas obligé, mais je suis obligé de référer. Et OK. moi, je vais toujours, ou le suicide assisté, mais je vais dire toujours, je peux te référer à un médecin, mais pas un médecin pour vous avorter, mais vous donner une deuxième opinion. Ouais. OK. Quelqu'un qui peut-être va expliquer des pour et des contre. Parce que quand j'envoie quelqu'un pour une consultation, c'est une référence, on dit, c'est de donner son approbation. Mais moi, je sais d'un avortement, le suicide assisté, je mets ça tout parce que c'est une façon de terminer la vie. C'est la pire décision pour une personne à long terme. Surtout que souvent, ces personnes-là, c'est à cause de leur situation maintenant, sans penser que leur situation va s'améliorer à un moment donné. À cause de la situation qu'ils vivent maintenant, ils prennent un choix à cause d'aujourd'hui. Ou c'est la famille, ou c'est des amis, ou c'est le conjoint. Tu sais, c'est souvent à cause de l'entourage, de ce qu'on vit, qu'on prend ces décisions-là, et sans penser que la vie est belle, puis il y a des changements positifs qui vont venir aussi. Oui, je pense que nous, comme société, nous devons regarder d'une façon positive un bébé, une femme enceinte, donner des moyens pour cette femme si elle veut compléter ses études, qu'elle veut travailler. Regarde, on a fait beaucoup pendant le temps de COVID, beaucoup d'accommodations pour les gens capables de travailler chez eux, université online. Exact. Et si on fait ça pour le COVID, pourquoi pas faire pour des femmes qui tombent qui sont enceintes, donner du support, donner des appuis financiers, soutien financier, soutien éducatif, social. Parce que c'est une vie et c'est une richesse. Puis vous m'avez parlé un petit peu aussi tantôt par rapport à la France aussi, qui vivent quand même une situation assez similaire au niveau de l'avortement. On parle toujours encore là, de la le troisième trimestre. Oui. Et puis, troisième trimestre, là, c'est quand même quelque chose. On voit, tout fonctionne. Ils pensent, c'est 8 mois, 9 mois, l'enfant... tous les orgues fonctionnent. Et moi, je pense que c'est la politique. Oui. C'est la politique plutôt que la vie. Et moi, je pense que pour nos politiciens qui vont de l'avant avec ça, c'est des gens avec une vision très, très étroite. À court terme, ils ne regardent que le pif et ils ne regardent pas juste ils regardent des sondages, ils essaient de... Mais ça prend des politiciens et du monde, la population, avec des convictions de la protection, de la promotion de la vie. Parce que c'est non seulement la vie du bébé, mais c'est notre vie. Oui, pour revenir avec, comme je mentionne, le 8-9 mois. Oui. Tu sais, c'est des pensées, là. C'est de penser au processus. C'est 2 secondes avant l'accouchement. Il dit que c'est pas une vie, 2 secondes avant, que ça ne traverse pas. La tête commence à sortir, puis l'avortement peut se faire, là. C'est ça. Non. Il y a tellement... Puis peut-être que je suis une rêveuse aussi, mais il y a quand même plusieurs parents ici au Canada qui ne sont pas capables d'avoir des enfants. Puis, tu sais, que pour eux autres, quand ils entendent ça, là, La différence entre tuer un enfant et un meurtre, c'est que tuer, c'est illégal. Meurtre, c'est illégal. C'est juste changer de loi, mais c'est quand même tu tues un enfant.
Puis, on avait même déjà entendu, là, l'histoire, là, je la raconte en mes mots, de dire qu'à un moment donné, il est arrivé quelque chose où qu'un homme a battu une femme et puis il a tué le bébé, dans le fond, dans la bagarre, il a tué le bébé qui était dans le ventre de la mère. Ça devenait un meurtre. Oui, Mais parce que c'est un médecin qui est mandaté pour le faire, c'en est pas un. oui. Nous avons une responsabilité de protéger la vie. La société, le gouvernement, c'est fait parmi de notre charte, mais ils ont changé. Ils mettent plus de valeur décisionnelle de prendre ton choix n'importe quoi plutôt que sauvegarder la vie. Yeah. Et moi, je pense que tu ne dois pas avoir le droit de tuer ton enfant, même si c'est ton enfant. Oui, parce qu'il y a plusieurs C'est un solutions. enfant. Oui. C'est un enfant quand Oui. même. Surtout si, en plus, il est tout formé et tout ça, c'est Oui. c'est Et incroyable. les arguments avant, ça c'est une autre chose. Et moi, je crois que c'est encore une vie. Mais il faut convaincre des gens qu'ils ont un enfant et pour les encourager de la garder jusqu'à terme. Les encourager Avec à du comprendre support. qu'il y a d'autres solutions, Oui, il y a des oui. supports qui existent. Oui, et la société doit travailler là-dessus. Mais la société, souvent les instants gouvernementaux, ils voient que c'est une vague, mais ils peuvent économiser. Mais c'est une économie à court terme. Et moi, je toujours croyais dans la justice sociale et pour aider nos proches. Et quand je parle de la justice sociale, Mais et c'est d'un côté comme de l'autre, hein? oui, mais ce modèle, c'est un modèle. Jésus qui nous a parlé de ça avec le modèle de bon samaritain, d'aider notre proche. Puis, toute la médecine moderne qu'on a actuellement, c'est basé sur l'éthique judéo-chrétienne, le modèle de bon samaritain. Le bon samaritain, l'histoire que Jésus a racontée, c'est quelqu'un a été trouvé par le samaritain demi-mort au bord de la route. Puis le bon samaritain l'a amené dans une auberge parce qu'il n'y avait pas des urgences, il n'y avait pas d'urgence santé sur son âne. Et il a fait des mesures de premiers soins avec du vin puis de l'huile. Et quand il a parlé avec l'aubergiste, il a dit faites tous les soins nécessaires. Ils n'ont pas dit l'aide médicale à mourir. Le gars était demi-mort, donc probablement un candidat pour l'aide médicale à mourir. Il a dit faites tous les soins nécessaires et je vais vous payer maintenant. Et s'il y a encore d'argent que je te dois, je vais te le payer. Oui. Donc, il n'y avait pas de limite. Non. Et quand on parle de système de santé aujourd'hui, l'éthique de la santé, c'est un peu comme, j'appelle ça le système du Titanic. Parce qu'il y avait juste un certain nombre de bateaux de sauvetage. Et c'est notre mentalité. On va avoir juste un certain nombre de bateaux et puis juste certain accès pour certaines personnes. J'ai dit, non. Il faut avoir assez de bateaux pour tout le monde. Aujourd'hui, on est outré par ce qui est arrivé sur le Titanic. Pourquoi il n'y a pas assez de bateaux? Mais on fait la même chose aujourd'hui. On fait ça avec l'avortement, on n'a pas assez de place, on ne peut pas payer pour les autres enfants, il y a juste un montant, l'argent limite. Ils ne pensent pas à long terme. On parle de ça avec l'aide médicale à mourir, mais regarde, le système est débordé, ben c'est mieux que laisser certaines personnes, au lieu de trouver des traitements pour les gens. Parce que vous m'aviez dit aussi un petit peu plus tôt tantôt du fait que justement la COVID avec les CHSLD, il y a peut-être, tu sais, il y a des choses que nous, on était comme plus ou moins au courant. Je crois qu'on entendait quand même un peu parler, mais tu sais, un citoyen comme moi qui n'a pas toutes ces informations-là, j'étais quand même surprise d'apprendre de vous que vous m'aviez dit qu'il y avait quand même un protocole à suivre à ce niveau-là. Mais ils ont proposé un protocole récemment après l'expérience en Italie. Ils ont dit, parce que des gens plus que 60 ans n'ont pas eu accès au ventilateur.
Parce qu'il y a une pénurie C'était de... comme, pour eux autres, c'est 60 ans et plus, pas de Oui, ventilateur. c'est ça. En bas de 60. Puis comme je mentionnais, des fois, il y a des gens de 50 ans qui sont moins en forme qu'une personne de Et ce n'est pas 70 ans. juste en Italie, parce que heureusement, ce que je sais, que ce n'est pas arrivé au Québec. Mais le New England Journal of Medicine, le 21 mai de cette année, ils ont fait des critères qui doivent avoir accès au ventilateur. L'Association médicale canadienne a entériné ces idées. Et même en Ontario, ils ont même dit, si vous n'avez pas un taux de succès, de réussite de 70%, c'est-à-dire si vous avez une note de moins de 70%, tu échoues. Imagine, tu vas à l'école, puis tu as une note de 69, puis tu échoues. Tu ne vas pas accepter ça pour un diplôme. Mais pour la vie, il accepte une note il faut avoir 70 ou plus. Ça peut dire si vous avez des problèmes de diabète, un peu surplus de poids, haute pression, un certain âge, plus que 60 ans, plus âgé, moins de... ils vont mettre ils vont enlever des notes pour vous. Donc, c'est quoi cette idée? Plus qu'on enlève de notes... Pour moins de chances que tu aies accès aux soins intensifs. Wow. Soins intensifs, je dis ventilateur, soins intensifs. Oh, mais il y a une limite. Mais créer des lits, fais des lits pour les gens, on appelle ça capacity building en anglais. Je pense que la capacité pour soigner le monde, pour assurer la vie. La vie, on a juste une vie. Oui, on croit dans l'éternel, on croit, mais... Sur Terre, c'est une vie. Le modèle de bon samaritain, il n'a pas dit, tant mieux, il va au ciel. Non, Jésus a guéri du monde, des lépreux, des gens qui boitaient, puis nous a même exigé de faire la même chose. Il ne dit pas, mais tant pis. Faisons une sélection. Tant pis. Ça, c'est le modèle d'éthique aujourd'hui. Tant pis. Ouais. Moi, je dis, on va faire pour le mieux, pour tout le monde. Et même Sir William Osler, qui est le père de la médecine, il a basé les soins médicaux, les soins médicaux sur le modèle chrétien, judéo-chrétien. Et c'est celui qui a fondé Johns Hopkins, qui était le doyen de médecine, faculté de médecine de McGill, où j'ai fait ma formation en médecine. Donc, ma base, c'est les valeurs qu'on ne parle pas aujourd'hui, parce qu'on est devenu une éthique utilitaire. Utilitaire dit, si tu as une certaine qualité de vie, ça va devenir une note de 70% ou plus, tu as le droit de vivre. Sinon, si quelque chose t'arrive, un malheur, tant pis. Est-ce que vous croyez que c'est une des raisons pour lesquelles, dans les CHSLD, il y a eu plusieurs personnes qui ont décédé à ce moment-là? Parce que, bon, on s'entend que les âges sont... Moi, je pense qu'il était débordé. Il ne savait pas quoi faire. Mais après cette expérience, il faut mettre des mesures. On en avait parlé tantôt aussi, de dire que beaucoup dans les CHSLD aussi, bon, les gens qui étaient là... CHSLD, souvent, c'est proche d'une fin de vie quand même. Non, pas nécessairement. Il y a des jeunes même. Jonathan Marchand, si vous voyez. Oui, c'est vrai. Celui qui il s'est mis devant l'Assemblée nationale. Il était atteint d'une dystrophie musculaire. Il veut vivre chez lui, 15 000 personnes comme lui. Donner des moyens, donner des façons, non seulement pour des gens atteints d'une maladie neurologique, mais tout le monde. C'est un ingénieur qui peut et veut donner à la société. Chaque vie a une valeur intrinsèque, donnée par Dieu. Si vous ne croyez pas dans Dieu, donner, c'est un don. Oui, c'est une vie. Il faut valoriser la vie. Vraiment, merci, Dr. Sabat, parce que dans votre métier, vous apprenez à donner la vie, de l'espérance, et je trouve que vous honorez votre profession. Avant de terminer, quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes invités, c'est de leur demander un de leurs versets préférés. Parce que, bon, l'histoire aujourd'hui concernait votre fille Jessica.
Et puis, je suis persuadée qu'il y a un verset qui vous tient à cœur, qui vous a soutenu, vous, votre épouse et vos 2 autres enfants, dans le fond, pendant ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît? Oui, c'est un verset qui vraiment démontre l'espoir que Dieu nous donne tous les Amen. jours. Ça provient de Jérémie et c'est 29, verset 11 à 14, version Louis II. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel beau verset. Merci. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur qui vous accompagne dans votre merveilleuse famille. Et il ne faut pas oublier la petite Mia aussi, Oui, c'est qui fait partie de la famille. Oui. Un beau petit chien que j'aurais aimé vous présenter, mais qui bouge un Oui, petit peu c'est partout. ça. Vraiment une merveilleuse famille. Merci beaucoup encore de nous avoir accueillis dans votre demeure. Merci, Nancy.